Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Nous recevons aujourd'hui au Forum del Moudjahid M. Mohamed, président de la commission scientifique du syndicat algérien des paramédicaux du CHU de Bab el-Oued, et M. Farad Nourdine, membre de cette commission. Bienvenue, monsieur, au Forum del Moudjahid. Mais juste avant, vous êtes venu au Forum, vous avez choisi le centre de presse del Moudjahid pour annoncer la tenue de la 6e journée scientifique annuelle des paramédicaux du CHU de Bab el-Oued. Mais avant de parler de cette journée, est-ce qu'il est possible de revenir un peu sur cette commission scientifique de ce syndicat? Bien sûr, et le syndicat, vous présenter le syndicat de Bab el-Oued pour faire un peu la différence entre syndicat et commission scientifique. Salam alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement le Forum del Moudjahid qui nous a offert cette prestigieuse tribune pour s'exprimer et pour nous faire connaître du grand public. Je tiens aussi à remercier nos amis journalistes de la presse écrite et audiovisuelle ici présents pour tout l'intérêt qu'ils portent à notre démarche et événement. Je remercie aussi l'assistance et parmi l'assistance nos chers élèves, les étudiants. Je connais les beaux et les belles jeunes filles. Voilà. C'est des élèves de l'école de formation paramédicale du CHU de Bab el-Oued. Tout d'abord, on va parler pour la commission scientifique. La commission scientifique, c'est une commission qui fait partie de la section syndicale du syndicat algérien des paramédicaux du CHU de Bab el-Oued. Bon, la différence, vous savez que le syndicat, avec ses revendications professionnelles, nous on s'occupe du volet scientifique, formation, et bien sûr et promouvoir les sciences infirmières. Et les membres de la commission? Les membres de la commission, ils sont tous des paramédicaux? Sont tous des paramédicaux, bien sûr, de par la nature de notre organisation. Donc, ce sont des infirmiers? C'est des infirmiers. C'est tout des infirmiers. Alors, j'insiste sur le terme paramédical, pourquoi? Parce que si on parle d'infirmier, c'est la section soins seulement. Le paramédical englobe le côté soins. Ça veut dire les infirmiers qui s'occupent des soins et tout le côté technique, à savoir les manipulateurs radio, les instrumentistes, les laborantins. Tout ce beau monde appartient à la corporation des paramédicales. On utilise toujours ce concept? Oui. On parle de technicien supérieur de la santé, non? Non, on parle du technicien supérieur de la santé parce que les statuts ont changé. Pour les statuts de 91, on a parlé d'infirmiers diplômés d'État. Maintenant, on parle d'infirmiers spécialisés, d'infirmiers de santé publique et d'infirmiers spécialisés de santé publique et bien sûr le grade supérieur d'infirmier major. À Douroma, les appellations utilisées. Le champ d'action de cette commission, est-ce qu'il est limité au niveau du CHU de Bab el-Oued? Est-ce que vous avez un contact avec d'autres? Oui, avec nos partenaires, bien sûr. Toute organisation, toute commission ou toute association qui s'occupe des sciences et des sciences paramédicales et infirmières en particulier nous intéresse. Et nous sommes, Inch'Allah, en étroite collaboration. Et la date de naissance, entre guillemets, de cette commission et de ce syndicat? C'est une commission scientifique qui est active depuis peu. Hein. Ça fait 3 mois. On a à peu près 3 mois. Maintenant, concernant la profession paramédicale en général, c'est-à-dire sur le territoire national, il y a des collègues qui ont eu des expériences, c'est-à-dire par le passé, puis il y a des associations qui sont actives actuellement. Je cite entre autres la SAMA, et qui font d'ailleurs du bon travail. C'est quoi la SAMA? La SAMA, c'est la Société des auxiliaires médicaux algériens. Voilà. Donc, dans un deuxième temps, on a l'intention de contacter tout ce beau monde et voir dans quel cadre on peut collaborer avec eux, etc. Vous êtes nombreux au sein de cette commission? La commission TANA, elle compte à peu près une dizaine. 12 membres. Voilà, 12 membres. Qui représentent tous les paramédicaux du CHU de Bab el-Oued. On a les péricultrices qui sont assez bien représentées. On a des instrumentistes. Je cite notamment M. Iknoul Farid, qui est en matière d'instrumentation, de stérilisation, une référence à l'hôpital Mayoux, si ce n'est au territoire national. D'accord. Donc, là, on essaye
Et, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on active depuis peu, donc il y a un grand travail qui nous attend et on a l'intention, Inch'Allah, de contacter d'autres gens pour enrichir éventuellement. Et tout ça dans la continuité des gens qui nous sont précédés, bien sûr, bien sûr. Merci. Donc on revient à l'événement, c'est les 6e journées scientifiques annuelles des paramédicaux de Bab el Oued. Il est possible d'avoir une idée sur cet événement. Bien sûr. Il est prévu au mois de mai, Inch'Allah. Inch'Allah. La commission scientifique a un programme ambitieux. Parmi les points, le point le plus important de ce programme, c'est l'organisation de journées scientifiques et d'études, l'organisation d'ateliers, de forums, l'organisation de cours. Donc, et dans le cadre du programme de la commission scientifique, la commission a la charge d'organiser la 6e journée des scientifiques des paramédicaux du CHU de Bab el Oued. Pourquoi la 6e journée? C'est dans la continuité des journées précédentes qui se sont déroulées au CHU de Bab el Oued. On ne va pas dire la première parce qu'on est... Mais pour vous, c'est la première expérience? Non, on a déjà organisé des journées de par le passé, mais pas dans le cadre de cette commission. Dans le cadre d'autres commissions, voilà. Et c'est dans la continuité tout à fait naturelle d'organisation de ces différentes journées. Notre journée se place, et c'est la 6e journée scientifique paramédicaux du CHU de Bab el Oued. Pourquoi on veut qu'elle soit différente? Parce qu'on veut que notre journée se passe à un autre niveau. Parce qu'on veut rehausser le niveau et se passe à un autre niveau. Inch'Allah, on a tout fait, et on fait tout pour que cette journée se passe dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi le 15 mai? Pourquoi le 15 mai? Bon, c'est le hasard du calendrier, parce que on aurait aimé organiser cette journée le 12 mai. Pourquoi le 12 mai? Le 12 mai, c'est la journée internationale des infirmières. C'est une journée qui est commémorée par le Conseil international des infirmières chaque 12 mai de chaque année. 12 mai, pourquoi 12 mai? Parce que ça correspond tout simplement à la naissance de Florence Nightingale. Florence Nightingale, c'est la figure mythique du mouvement infirmier. Et l'une, c'est la première, pas l'une, c'est la première qui a fait et mis en place les sciences paramédicales modernes, et voilà, les sciences infirmières modernes. Donc, le Conseil international des infirmières, pourquoi les infirmières? Parce que c'est un métier de femme, et je profite par l'occasion... On fait un métier de femme, voilà. Je profite par l'occasion, les femmes, on fait un métier de femme, et on est honoré de le faire. Hein. Et on est honoré de le faire. Non, c'est-à-dire, si tu permets, oui. c'est-à-dire, bon, maintenant, ça c'est un message, la relève. Voilà, la relève. Donc, quand on est en formation, on n'est pas très sûr de ce que nous allons faire par la suite, c'est-à-dire quel sera notre rôle à l'hôpital, quel est le travail qu'on va faire, qu'est-ce que le monde attend de nous. Mais une fois dans le bain, une fois on commence notre activité professionnelle, vous allez voir, c'est un métier qui est très passionnant, c'est un métier formidable, fatigant certes, très stressant, pénible. Voilà. Mais il faut le faire par vocation. Oui, parce que maintenant, exactement. Voilà, vous allez si avoir on n'aime pas, l'impression d'être chargé d'une mission. D'accord, c'est plus qu'une profession, hein, c'est un sacerdoce carrément. Voilà. Merci. Vous avez sûrement choisi un slogan pour cette journée. Oui. Le thème de la journée, c'est profession paramédicale, perspective, réalité et perspective. Donc, on va parler de la réalité de la fonction et de la profession paramédicale. Voilà, un état des lieux, un constat surtout, et bien sûr ce que nos attentes, nos rêves et nos projets de l'avenir en ce qui concerne notre profession. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la primeur pour juste un aperçu sur l'état des lieux de cette profession? Donc, vous dites que pour la première condition pour l'exercer, il faut aimer ce métier. Bien sûr. Bon, depuis quelques années, la profession paramédicale a connu des mutations au sein de notre pays.
Pourquoi? On a changé déjà 2 fois de statut. Le premier statut qui fait que notre profession existait, c'est le statut de 91 de M. Mouloud Hamrouche étant le Premier ministre. Et le deuxième statut, suite à un combat laborieux, qui a été le statut du 20 mars 2011. C'est un statut par lequel on prétend avoir surtout une présence de plus en plus effective au sein de l'hôpital comme partenaire important et incontournable dans l'échiquier de la santé, et au même titre que nos autres partenaires, à savoir les médecins et tous les gens qui activent au sein de la santé. Les réalités sont multiples. Réalité de la formation paramédicale, réalité des conditions de travail de l'infirmier, et qui sont très pénibles pour l'instant, et qui sont très pénibles, même pas pour nous, mais à un niveau mondial. Il y a réalité de la pénurie, la pénurie des infirmiers, et surtout des infirmiers qualifiés, donc trouver des paramédicaux, là, des élèves, là, des étudiants, parce qu'on dit le cas, on est des étudiants paramédicaux, c'est un petit peu qui revient de l'exceptionnel. Pourquoi? On a voulu que, justement par le biais du statut de 2011, rehausser le niveau de la profession paramédicale. On ne peut pas accéder, on ne peut pas prétendre être un infirmier, sans avoir son bac et avoir au minimum 14 pour faire des études en sciences infirmières. Donc quand on regarde l'historique, le cheminement qui a été, dont a fait l'objet l'infirmier ou le paramédical en général, passage, on nous appelait des techniciens supérieurs de santé. On a changé d'appellation. Personnellement, je fais partie de la première promotion des bacheliers infirmiers, d'accord. Bon, on était technicien supérieur, on est passé à infirmier diplômé d'État. C'est pour s'aligner sur ce qui se fait en dehors de notre pays, c'est-à-dire sur le plan international. Et là, avec ce nouveau statut, il y a une autre dimension qui a été donnée à l'infirmière, c'est celle du concept de santé publique, d'accord. Donc quand on voit le cheminement, là il est clair qu'il y a une volonté des pouvoirs publics de bien faire. Là maintenant, ce qu'on reproche aux responsables qui ont la charge dans le secteur de la santé, c'est que ça se fait d'une manière lente. On aurait aimé que ça se fasse un peu plus tôt, et on aurait aimé que nos responsables nous donnent la chance qu'ils nous fassent confiance d'abord, d'accord, qu'ils nous fassent confiance, et voilà, parce que maintenant il y a un souci d'émancipation, il y a un problème identitaire qui n'est pas propre à l'infirmière algérienne. Donc c'est un problème mondial. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a cette dimension-là de santé publique, et puis il y a la volonté d'introduire le système NMD dans l'enseignement paramédical. Oui, c'était notre cheval de bataille depuis du statut de 2011. Et on attend juste la concrétisation de tout ça par les décrets qui vont venir et mettre en place cette formation universitaire. Vous êtes pour le LMD dans le paramédical? Bien sûr. Non, nous sommes non seulement pour le LMD, mais on revendique ce système pour le paramédical. C'est la condition sine qua non. C'est le cycle court qui vous intéresse. Certains seront intéressés par le cycle court. Non, on va changer. Pardon, on va changer complètement. Parce que là, on est dans le statut de formation professionnelle. Et là, on va passer à un statut universitaire. Voilà. Donc, le statut universitaire, ça veut dire que l'infirmier a droit à citer, donc suivre une formation universitaire, et bien sûr le cheminement universitaire. Donc, il va suivre une formation, il va être licencié en soins, puis avoir un master de premier et deuxième degré en soins, puis un doctorat en soins.
Et c'est ça notre souhait. Donc, si j'ai bien compris, les écoles de formation paramédicale dépendent du ministère de la Santé et de la formation professionnelle. Voilà, Pas de ils ne dépendent pas de la non, ils dépendent de la santé, du ministère de la Santé. Ah, d'accord. Il était prévu qu'un arrêté interministériel soit signé entre le ministère de la Santé et l'enseignement supérieur. Ça n'a pas été fait. On l'attend toujours. Depuis 2011. Voilà, depuis le statut de 2011. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un intérêt justement pour la formation paramédicale? Est-ce qu'il y a un intérêt? Oui, si on rehausse le niveau, oui. Si on rehausse le niveau, oui. Bien sûr qu'il y a un intérêt. L'accès se fait sur concours. Je pense qu'il y a. Non, il faut avoir un bac. Une moyenne. Un bac avec une moyenne qui ne descend pas au-dessus de 14. Pour faire, voilà, c'est pour voir le niveau. Maintenant, concernant l'enseignement universitaire, parce que là, ce qu'on voit chez nos amis les anglo-saxons, par exemple, hein, en l'occurrence américains, canadiens et autres, là, ils ont ce qu'on appelle des infirmiers chercheurs. Ils ont une formation doctorante. La recherche en matière de soins infirmiers est très avancée chez eux. Maintenant, puisque là, on est en pleine réforme du secteur de la santé, d'accord, et qu'il y a des exigences et des impératifs de terrain, là, si on veut un infirmier performant, qui va jouer pleinement son rôle, et Dieu sait que ses missions sont énormes. Là, ça doit passer indéniablement par une formation universitaire. On ne peut pas aller où. Ça va venir, ça je n'ai pas de doute là-dessus. Ça va venir, mais on veut que ce soit, pourquoi pas pour cette année, mais si dans 15 ans, ou la 20 ans, ou la 30 ans, on perd du temps pour rien. Est-ce que vous avez posé cette problématique lors de cette journée? Oui, justement pour lancer la journée, voyons la thématique, c'est profession paramédicale, réalité et perspective. Donc ça va se centrer sur ça. Donc c'est l'occasion pour lancer l'appel voilà, au pouvoir public, attirer il y aura des sur communications dans ce l'urgence de... Absolument. Monsieur, vous voulez intervenir? Monsieur, vous voulez intervenir? D'abord, vous présentez. Monsieur Iknoun Farid, tout à l'heure, coordinateur au niveau du service du CPS, un des anciens instrumentistes sur la place d'Alger, parce qu'il n'y a pas que le CHU Badouane, voilà, expert en stérilisation. C'est juste pour rappeler, c'est juste pour éclaircir un point et pour rappeler un petit peu à tout le monde. D'abord, je me sens l'obligation de faire l'histoire. Vous êtes brillant et vous êtes resté dans le secteur public, c'est rare, hein? Oui. Mon père l'a fait pendant plus de 40 ans. Parce qu'en général, le privé détecte les perles. Hein? Oui. Alors, l'hôpital Mayour, initialement appelé Mayour à l'époque, et c'était un hôpital militaire. Et il a eu son statut de centre hospitalier universitaire dans le public, et il dépend du ministère de la Santé depuis le 5 juillet 1987. Juste pour rappeler cet élément. Maintenant, en ce qui concerne plusieurs questions à la collègue qui ont été posées par vous, madame, et elles sont vraiment très bien ciblées, et mes collègues et confrères ont bien ciblé leurs réponses par rapport à vos questions. Je voudrais rajouter quelques petites précisions principalement. Ce métier, actuellement, ce qu'on est en train de voir sur la scène, il y a beaucoup de gens qui le font parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'autres alternatives. C'est la seule... Il y a des recours, il y a des pour les bacheliers. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que 14 de moyenne... les jeunes, ils sont avec nous. Vous avez choisi. Vous avez choisi. Voilà. Mais non. Parce que je pense avec 14 de moyenne... Ce que j'allais dire, c'est que pour une majorité, surtout ceux qui vont finir leur formation de base, c'est des gens qui ont vraiment aimé prendre d'abord avant, il y a un petit semblant, et après, ils ont bien connu notre métier. Notre métier, et ils sont ancrés. Il est spécial. On peut ne pas aimer au début, mais dès qu'on est dedans,
Donc, on est... Non, mais c'est par les tripes. Pour le paramédical, le sourire. Oh, c'est le reproche, c'est le reproche. Voilà, c'est le reproche qu'on nous fait. C'est le reproche qu'on nous fait. Alors, et 80% de ces jeunes restent dans le métier. 20% qui ne sont pas vraiment intéressés, ils se retirent. Et pour avoir un paramédical, c'est au bout de 3 ans de formation, c'est vrai. 3 ans et demi de formation. Exactement. Mais pour avoir un paramédical très actif et ce qu'on va dire performant, parce que être diplômé, c'est une chose, et être performant, c'est autre chose. Tout dépend des formateurs aussi, monsieur. Je pense que nous avons... Et la formation continue, parce qu'on insiste là-dessus, c'est la formation continue. S'il n'y a pas de formation continue, s'il n'y a pas de mise à jour des connaissances, l'infirmier, comme le médecin, se perd. Pour les journalistes, voilà, pour tout le monde. Exactement. Quelle profession. Et on fait notre formation continue grâce à vous. Hein. Parce que vous rapportez certains éléments dans la presse, et qu'elle soit écrite ou visuelle, et on apprend beaucoup de choses. Alors, au minimum, c'est une histoire de 15 ans de travail. 15 ans de travail, c'est déjà la moitié d'une vie professionnelle. Alors, là, on peut déjà, d'ores et déjà, comprendre le manque, malgré qu'il y a, on va dire, entre parenthèses, qu'il y a quand même un nombre suffisant. Mais en termes de performance, il restera toujours en deçà de la réalité. Deuxième élément, dans notre activité, on est confronté à un phénomène. C'est ce qui nous fait qu'on sourit très peu. On ne va pas dire jamais. Non, jamais. Mais on sourit très peu. Ce phénomène... Est-ce qu'on les prépare, ces jeunes Oui, justement. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la fin de vie. Et parmi notre auditoire et parmi les jeunes, il y a des jeunes, il y a deux demoiselles qui sont en train de préparer un travail de fin d'études dans ce sens-là. On va les écouter tout à l'heure. Inch'Allah, qui traite de la fin de vie. Donc, confronté à ça, c'est la seule raison principalement qui fait que nous sourions très peu. Mais il faut nous comprendre. La charge, les contraintes, les attentes du patient, les attentes surtout de la famille, parce qu'on a non seulement à gérer le patient, mais on gère tout l'entourage. On gère la famille proche. Il y avait 50 personnes qui l'accompagnent. Même le quartier, même les gens du quartier, on les gère. Parce que là, on les gère. Croyez-moi, on les gère. On gère même le médecin. C'est le bouquet. Voilà. Donc, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que notre métier, à une certaine époque, surtout par le biais des statuts 91, il a parlé de technicité. Quand on parle de technicité, et d'ailleurs moi je suis de la promo de 83, donc ça remonte un petit peu à la préhistoire. Tout à fait, c'est pour ça que je dis à la préhistoire. J'ai subi le premier statut, j'ai subi le second, celui de 80-91. J'ai contribué de façon, je ne dirais pas directe, mais indirecte, en ramenant ma petite graine dans cet édifice, le nouveau statut que nous avons actuellement. Nous n'avons pas affaire à une machine. Ce n'est pas une machine. Le malade est un être humain. Et chaque être humain est un être humain à part entière. Ça, c'était notre premier rejet concernant cette appellation et notre principale raison du statut de 91. Un technicien, la définition de TAO principalement, c'est quelqu'un qui travaille avec une machine. Travailler avec un être humain, ça veut dire qu'il doit y avoir la technicité, oui, par rapport à notre formation et nos compétences. Il va y avoir principalement l'aspect humanitaire de notre métier. Si on est humain, on va acquérir énormément de choses et principalement la confiance du malade. Et si on acquiert la confiance du malade, ça veut dire que 50% des soins prodigués à ce malade sont acquises. 50% de cette activité. Le secret que va vous donner le malade n'est pas très léger à porter. Et c'est ce qui va nous aider à mieux cibler notre thérapeutique. En collaboration, bien sûr, avec nos différents confrères
que ce soit de la corporation paramédicale ou collègues de la corporation médicale. On est là une famille unie. Justement, monsieur, vous dites que la première relation, c'est avec le malade. Et quelle est la relation du paramédical avec le médecin? Parce que vous jouez à peu près un trait d'union entre malade et médecin. Justement, nous sommes le trait d'union, c'est vrai. La relation principalement, elle est à la bonne franquette, comme on disait avant. C'est une relation très, je dirais, très personnelle et très personnalisée. On est la liaison entre le malade et le médecin en ramenant certaines informations que malheureusement le malade ne transmet pas au médecin. Pourquoi? Parce que la charge du travail de chacun de nous est située par rapport à son activité. Donc on récolte certaines informations qu'on transmet et c'est ce qui oriente la thérapeutique. Mais cette prise en charge n'est pas du seul ressort du médecin, mais elle n'est pas aussi du seul ressort du paramédical dans toutes ces corporations. C'est un travail en commun. Si l'un de ces éléments n'est pas présent ou est défaillant, que ce soit le médical ou le paramédical, la prise en charge ne sera pas très positive. Elle sera énormément amoindrie. Merci, monsieur. Monsieur, vous voulez intervenir? Juste pour le sourire. Ah, t'as un beau sourire, Saïd. Non, vous savez... Vous êtes monsieur, s'il vous plaît? C'est monsieur Samar, je travaille à la clinique Turando. En même temps, j'assure un enseignement théorique et pratique pour les élèves. Voilà. Et membre de la commission scientifique. Et membre de la commission scientifique. Alors, en revenant à votre question qui était pertinente, chose que je demande à chaque fois aux étudiants, sincèrement. À chaque fois, je m'énerve, je m'emporte des fois pas pendant le cours et tout, mais parmi les éléments de base que j'essaie d'inculquer à mes futurs élèves, c'est justement l'utilité et l'importance du sourire. On peut traiter d'une manière la plus... Qu'est-ce que vous enseignez? Quel module? J'enseigne beaucoup plus modules de réanimation, anatomie, cardiologie, etc. Je prends pas mal de modules. Mais je dis toujours, on peut soigner, on peut ramener tout le matériel qui puisse exister, la nouvelle technologie, tout ce qu'on veut. Mais s'il n'y a pas les sentiments, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas le sourire justement, on ne fait rien du tout. Et pour avoir, comme l'a si bien dit maman tout à l'heure, pour avoir la confiance du malade, c'est grâce au sourire justement. Et Pardon, pour terminer, pour continuer dans l'énonce là, le sourire, on veut être avec le plus grand sourire à qui on a besoin, c'est le sourire du malade. C'est le sourire du malade, c'est très gratifiant. Non, c'est très gratifiant. Si on peut obtenir un sourire de la part d'un malade, c'est qu'il a été bien traité, bien pris en charge et qu'on a été au petit soin avec lui. Donc il va nous gratifier d'un sourire. Et c'est un de le sourire. Ça arrive rarement. Non, c'est pas rarement. Croyez-moi, je travaille en service de réanimation. Pour moi, les malades ne sont pas toujours conscients. Mais dès qu'ils se réveillent d'un bon coma, ils voient toute l'attention que porte tout le personnel soignant. Je veux dire, parce qu'il y a une équipe pluridisciplinaire, croyez-moi, c'est quand le malade sourit, il est là, il émerge, c'est très gratifiant. C'est très gratifiant. Et ça n'a pas de prix. Croyez-moi, ça n'a pas de prix. Pour nous. Je voudrais juste rajouter un mot sur le plan de formation, justement, parce que c'est le socle, le métier tellement. Sincèrement, si j'ai à faire des comparaisons, par exemple, entre l'ancienne et la nouvelle génération, puisqu'on parle de réalité et perspective, je dis toujours, quelqu'un qui est bien formé, normalement c'est quelqu'un qui va bien travailler. Donc si on n'a pas une bonne formation, on ne sourira jamais. Il ne faut pas s'arrêter comme a dit monsieur tout à l'heure. Justement, je voulais vous dire, pour revenir le métier de paramédical, avec la retraite anticipée, le plus grand départ a été enregistré au sein des paramédicaux.
Oui. Et par rapport à la charge de travail, par rapport aux conditions, oui, bien sûr. Pardon. C'est souligner la pénibilité du métier. Parce que là, la pénibilité du métier et qui s'associe à la rareté du personnel, parce qu'il y a un manque flagrant de personnel, ce qui fait augmenter la charge de travail. Donc avec ce départ massif, voilà. Ça a augmenté le... Il faut noter aussi que les infirmiers, comme semblait de dire qu'on est une race en voie de disparition. Croyez-moi, on est une race en voie de disparition. Pourquoi? Parce qu'on vieillit et on voit la relève derrière. On vieillit, il n'y a pas la relève derrière. L'écart qui nous sépare de l'infirmier qui est juste derrière nous, on a un écart de plus de 15 ans. Est-ce que vous n'avez pas demandé à ce que le métier d'infirmier soit classé dans les métiers pénibles? On sait que le syndicat bien sûr, sur ce dossier. Oui. Est-ce que vous avez posé cette problématique? C'est un métier pénible, c'est un constat qui a été fait par toutes les sociétés savantes internationales pour dire que le métier d'infirmier est un métier pénible. Est un métier pénible, pourquoi? Parce qu'on met, tout simplement, du point de vue familial, on met une croix sur notre vie familiale. On met une croix sur notre vie familiale. Si on fait une petite enquête concernant tous les infirmiers qui opèrent dans le cas au niveau du CHU de Bab-el-Oued, peut-être que si on fait 70% sont des hypertendus, sont des diabétiques, ils ont tous un mal de dos, on a tous 2 ou 3 hernies discales, hein, lombaires et cervicales, on a tous été en congé de maladie parce qu'on en avait marre, on a pété les plombs quelque part. Donc, à savoir la pénibilité de la chose. Et parce qu'on est en face du malade, et on veut être bien et parfait devant le malade. Donc, ça fait que la charge de travail augmente et l'âge ne suit pas, l'âge de l'infirmier ne suit pas, bien sûr, et bien sûr, le nombre d'infirmiers qui sont pour ne citer que le service de réanimation, il faut 2 ou 3 infirmiers par un malade. On est un infirmier pour 4-5 malades. Alors vous voyez la différence quand même. De toute manière, la question de la pénibilité et puis la question de la retraite, ça c'est des questions qui sont traitées au niveau syndical, d'accord? C'est plus des revendications d'ordre professionnel que autre chose. Déjà que le président de notre syndicat, à savoir monsieur Gachi, hein, il n'a pas manqué de le souligner à chaque fois durant les grèves, les dernières grèves, les Daro. Alors à chaque fois, il a dit clairement, après 50 ans, demander à un infirmier après 50 ans d'être opérationnel à 100%, ça c'est... De toute façon, pour ces questions-là, on fait confiance aux instances supérieures de notre syndicat, il n'y a pas de souci. Ils sont sur le dossier, ils entretiennent constamment le dialogue avec les pouvoirs publics, avec la tutelle notamment. Et voilà, afin de trouver une solution, Inch'Allah, trouver une solution. Vous voulez compléter la question, madame, monsieur? Par rapport à la pénibilité? Oui. C'est surtout ça. C'est pas la peine que je me représente encore une fois. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme a dit mon ami et mon confrère, il y a énormément de vrai dans ça, pour ne pas dire l'intégralité. Le deuxième problème que nous avons par rapport à ces départs, c'est des gens qui sont partis après 32 ans de service. Oui. On va dire plus ou moins jeunes. Oui. Comme l'a dit mon confrère aussi. 56 ans, 57 ans, vous trouvez qu'il est jeune? Oui, d'après les nouveaux critères. Avec 32 ans, plus de 32 ans. Mondiaux. Les nouveaux critères mondiaux. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gens-là, quand ils sortent en retraite, c'est des gens qui se trimballent des pathologies de façon à ce qu'ils deviennent, à eux, un CHU, avec les 35 spécialités confondues. Ça, d'un côté. De l'autre côté, ces gens-là, vous pouvez en être sûr, ils ne vont pas se replonger dans une autre activité, dans le privé. C'est des gens qui veulent partir. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est des gens, notre corporation, on va le dire tel que c'est, après la retraite, rares sont les gens qui vivent longtemps.
Ça, c'est grâce à l'usure. Maintenant, la plus grande maladie, comme ça se fait ailleurs, les seniors qui accompagnent les nouveaux recrues. Je vais arriver à ça. La plus grande pathologie que nous avons dans notre métier, c'est le burn-out. À une certaine époque, c'était un terme à la mode. Certaines corporations ont oublié ça, mais jamais la corporation de la santé, la compagnie de la santé, c'est un vécu quotidien. Mais un autre élément très important que vous avez constaté, le vide qu'il y a actuellement, oui, il y a un énorme vide. Mais ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à la formation qui a disparu depuis plus de 10 ans. Actuellement, on est en train de former des ISP. Oui, l'échantillon est présent ici avec nous, mais après quoi? Après quel constat? C'est les questions que je me permets de poser. Et est-ce que ces gens-là sont vraiment pris en charge sur le plan statutaire, comme l'a souligné mon ami tout à l'heure, concernant le système LMD? Au jour d'aujourd'hui, sur le journal officiel, nous avons 2 décrets qui parlent d'instituts supérieurs. Mais la réalité du terrain, on n'en voit pas. Pourquoi? Parce que la production de cette formation, le produit de cette formation, pardon, est très restreint et très limité. Et on a un trou énorme qu'il faudra combler, pas dans 20 ans, parce que si on doit le combler dans 20 ans, il n'y aura plus d'établissements hospitaliers en Algérie, ou bien il y aura des établissements hospitaliers médicalisés uniquement. Donc notre espèce, comme tu l'as si bien dit, elle va disparaître. Maintenant, elle est en voie de disparaître. Parce que ça prend 4 ans de former un infirmier. Et pour qu'il y ait un diplôme avec une formation de base. Il y a une autre formation, c'est la formation d'aide-soignant. L'aide-soignant, cette formation, ce n'est pas une formation donc le bac n'est pas exigé. Donc le bac n'est pas exigé, c'est le niveau terminal. Ce qu'on appelle agent de salle ou Non, c'est l'aide-soignant. C'est l'aide-soignant. C'est l'aide-soignant. Quand même, il faut 2 ans de formation pour former un aide-soignant. Il faut 2 ans de formation. L'aide-soignant s'occupe de tout ce qui est hôtellerie, et hygiène du malade. Donc il est là comme aide pour l'infirmier, ils travaillent ensemble. Donc il y a ces 2 volets de formation. Dans la chaîne, il y a un aide-soignant. Qui est une aide-soignant. Il y a une aide-soignant, il y a une ISP. L'ISSP. Quand on parle d'ISP, c'est par rapport... L'ISP, c'est où? C'est l'infirmier de santé publique. C'est la nouvelle appellation. On parle d'infirmiers pour les soins infirmiers, on parle pour le plateau technique. On a des manipulateurs, on a des laborantins, qui sont dans ce même niveau, mais avec d'autres appellations. Et il faut attendre, une fois qu'on a formé ces gens-là, il faut attendre. Au bout de 4 ans et demi, il faut attendre encore 2 ans. On forme les secrétaires médicaux. Les secrétaires médicaux font partie des paramédicaux. Il faut attendre 2 ans pour qu'ils puissent passer une autre spécialisation qui est la spécialisation dans le détail des soins. Ah d'accord, même pour les infirmiers, il y a des spécialités. Oui, il y a l'infirmier spécialisé de santé publique. Il y a l'ISP, il y a l'ISSP. C'est 2 ans, je crois. C'est après 5 ans en qualité d'ISP, il a le droit de passer un concours et de suivre une formation d'1 année pour devenir ISSP. Donc, infirmier spécialisé. Parce qu'elle varie de 1 à 2 ans. Et qui dépend de la spécialité. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous voulez intervenir, monsieur? Bien sûr, pardon. Merci, Farid. Présentez, monsieur, s'il vous plaît. Infirmier diplômé d'État, ISSP, instrumentiste dans un bloc de fabrique. D'abord, membre de cette commission scientifique. Juste par rapport au mot pénible. Certes, c'est un métier très pénible, mais un proverbe français dit celui qui embrasse trop mal étreint finit mal. Donc si on ouvre beaucoup de portes à la fois, c'est vrai que ça finit mal. D'où la pénibilité et les frais de valeur qu'on perçoit à la finalité de notre cursus, de notre travail. D'accord. Mais puisque c'est un métier de vocation, donc on l'aime aussi bon, aussi grand. Donc même si on est tombé dans des malheurs par la suite, on l'adorera toujours. Initialement, le mot infirmier émanait du mot latin infirmus, c'est aider l'infirme.
Donc on sera toujours à ce point-là. Donc on doit toujours être à cette position-là. On doit toujours ne pas faillir à notre mission. Donc d'où cette nécessité et ce vouloir de toujours continuer, même sur la maille, on doit toujours continuer. C'est vrai, monsieur, notre ami Adouane a dit que c'est un métier que nous prend beaucoup de temps et même nous dépasse par rapport à notre famille, à notre petite famille. Mais malgré tout ça, on essaie d'être à la hauteur, on essaie d'être auprès du malade, on essaie d'être auprès aux parents de malades, parce que c'est une noblesse d'abord, qu'un métier de savoir-faire, de technicité. Certes, c'est très important d'avoir la technicité, le savoir-faire, parce que ça fait partie de la chose et ça fait partie de la continuité. D'où par exemple notre bon vouloir de travailler dans cette commission et essayer de faire comprendre aux gens nos messages, nos craintes, nos soucis. Donc c'est un peu ça, nos rêves, parce que toute chose dans la vie commence par des rêves. Donc on essaie d'être un petit peu, pas rêveur je dirais, mais d'être idéaliste et réaliste. D'accord ? Parce que c'est un métier d'idéalisme, c'est pas juste un métier où on doit percevoir des éloges ou des privilèges, d'accord ? Même si on a 25 ans de métier derrière nous, on essaye toujours d'être un petit peu à la pointe du savoir-faire, à la pointe de la science, à la pointe de la recherche, d'où la nécessité de cette journée-là, qui va un petit peu pour nous pousser vers l'avant, j'espère, donner un petit peu aux gens, à l'auditoire et aux gens qui vont peut-être lire après cette presse écrite ou vue ou être écoutés, d'accord. On essaie d'être faire un petit peu un impact pour essayer de promouvoir ce métier et essayer d'un petit peu de donner de la valeur. Quoique que la valeur elle existe dans nos âmes, mais beaucoup de gens ils ont une image un petit peu, je ne dirais pas différente, mais un peu plus ou moins indifférente par rapport au métier du paramédical. Donc on essaye un petit peu avec le programme qu'on a ici amené avec nous, de parler un petit peu de nous, de faire avancer, d'essayer d'édifier des choses. Échanger les mentalités. Échanger les mentalités. On essaie d'être un petit peu meilleur dans nos vies. On essaie d'être meilleur dans nos vies et j'espère que ça va... Alors juste une anecdote par rapport à ça. L'autre jour, j'ai pris un taxi. D'accord. Alors au moment où il devait se garer, je صفر له البوليس. صفر له البوليس قال لي attends مهبلونا، قال لي التاكسيور الناس كاع تسحقوا والناس كاع تكرهوا. قلت له دون سكا اوني دو. قال لي لا tu es taxieur. قلت له لا infirmier. Voilà. Justement, M. Adouane, on a parlé du constat et de la réalité de cette profession dont vous dites qu'elle est pénible et tout. Et pour les perspectives, les rêves en parlé, monsieur. Qu'est-ce que vous proposez dans cette... Vous savez, madame, le métier de paramédical ou d'infirmier, c'est comme un château de cartes. Il y a une bombardée. Mais s'il y a des impératifs qui sont mal interprétés, ce château peut tomber, certes. Mais la base, elle y reste toujours. D'accord? On conçoit qu'on est sur la base, certes, parce qu'on est le relais entre l'équipe, soi-disant, qui est autre que paramédicale, je dirais, parents du patient, entourage, il y a l'équipe administrative et tout. Chacun perçoit la chose avec son point de vue, avec son concept de la chose. Mais le métier de paramédical ou d'infirmier, c'est un métier assez spécial, alors que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Si on ne le vit pas, on ne le comprend pas. Je dirais qu'on est entre le marteau et l'enclume. Des fois, il y a des sujets administrateurs qui sont un petit peu, je dirais pas curieux, mais pas vraiment présents avec nous dans un sens péjoratif, je dirais. Mais par la suite, il y a aussi l'équipe médicale qui fait son travail. Et c'est un travail de collaborateur qu'on fait entre autres. Mais très souvent, le patient, des fois, il a de l'appréhension, il a peur parfois du médecin parce qu'il dit qu'il est trop pris, et donc je ne peux pas lui poser la question, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je dois faire. Donc, même si c'est un travail que devrait faire le spécialiste médecin ou élève médecin par rapport au patient, parce qu'il y a des prérogatives qu'on peut faire nous, et qu'on aussi ne peut pas le faire.
Mais des fois, dans le brouhaha, il y a une question, dans le brouhaha à l'hôpital, comment reconnaître un infirmier? Ah oui, c'est ça. Justement. Il y a deux, on dit qu'il y a deux personnes qui portent une blouse blanche. Si on n'est pas médecin, on est infirmier. Ça veut dire que le médecin est bien déterminé, c'est quoi? Il est le médecin, mais l'infirmier, ça peut être monsieur tout le monde. Il porte une blouse blanche parce que là, la femme de ménage porte une blouse blanche, c'est tout le monde qui porte une blouse blanche. L'agent de sécurité, oui, il peut porter une blouse blanche. Et l'agent de service porte une blouse blanche. Maintenant, voilà. Il suffit de les séries américaines avec les couleurs, même l'infirmier et non, pour qu'il n'y ait pas de stéréotypes. Aux États-Unis, c'est différent. C'est ce que j'ai dit Anna tout à l'heure. Aux infirmiers, aux États-Unis, il existe des infirmières cliniciennes, et c'est toute une hiérarchie. Voilà. Parce qu'on part toujours de la France. La France, pour la France, ils ont le même problème que nous. Parce que ont ce qu'on appelle une formation professionnelle. On ne fait que suivre le modèle et qu'on calque le modèle français. Oui, on peut le reconnaître. Le plus fatigué. Oui, non. Non, le plus beau, hein, le plus souriant. Hein, donc vous rencontrez, voilà, le plus beau, c'est ça l'infirmier. Non, il suffit de demander, Voilà, l'infirmier. Voilà, les pouvoirs publics, ils différencient. Comment? Par la tenue. Bien sûr qu'on porte tous une blouse blanche, mais vous allez vous apercevoir que l'écusson ou la l'insigne du CHU sont de couleurs différentes. Pour le médecin, elle est rouge. Pour l'infirmier, elle est verte. Pour le personnel administratif, c'est le marron. Donc, déjà, un élément qui pourrait différencier la race. Il y a le port de badge. Normalement, le port de badge est obligatoire, où l'identité de la personne est inclinée et marquée nettement sur le badge. Et même les badges sont de couleurs différentes. Elles sont rouges pour les médecins, vertes pour les infirmiers et de couleur marron pour le personnel administratif. Par la 4e dimension, parce qu'on n'a jamais chez pas. Oui, si, ça existe, madame. Ça existe, madame. Monsieur. Il y a un autre aspect qui nous empêche un petit peu de faire la différence entre toutes ces corporations, surtout quand tout le monde met la blouse de tout le monde. Et cela grâce à quoi? Grâce à un point qu'on appelle le vide réglementaire. Alors, chaque établissement essaye d'imposer ces procédures-là. Bon, ce n'est pas uniquement dans l'habillement, mais dans pas mal d'autres situations. Mais du moment qu'il n'y a aucun cadre, il y a un déficit en cadre réglementaire, c'est ce qui fait la difficulté d'obliger les gens à ne mettre que la tenue qui leur est destinée par corporation. Voilà, dépassant le fait qu'il y ait une différenciation entre infirmiers et médecins, je pense qu'on travaille c'est un travail d'une notion moderne. On travaille, c'est une équipe soignante. On collabore tous. On collabore tous. Nos fonctions sont complémentaires. Le médecin, l'infirmier, l'administrateur, même la femme de salle, elle contribue à la prise en charge globale du malade. Donc, on ne cherche pas à se différencier là-dessus. Parce que là, on cherche à se complémenter et faire un travail donc, si j'ai bien compris, dans la chaîne de santé, le paramédical, c'est le principal maillon. S'il est bien... Un des principaux. Maillon fort. Oui, on est un maillon fort. Alors, oui. Donc, si vous permettez, maintenant, en milieu hospitalier, parce qu'il y a d'autres, je veux dire, l'infirmière, elle n'est pas uniquement à l'hôpital, je veux dire, elle est aussi, elle a d'autres missions aussi au niveau l'infirmière scolaire, il y a un travail dans la prévention, il y a un problème à tous les niveaux. D'où justement le concept de santé publique, d'accord. Mais au sein de l'hôpital, là, on va définir trois pouvoirs à l'hôpital. Moi, j'ai lu récemment une thèse de doctorat
c'était dans le management, l'université d'Alger, où je crois. Elle a fait un travail sur le management hospitalier. Et c'est une thèse de doctorat. Alors la dame, elle va définir 3 pouvoirs au sein de l'hôpital. Il y a le pouvoir administratif, il y a le pouvoir médical et le pouvoir paramédical. Bon, le pouvoir médical, on connaît. Le pouvoir administratif, oui aussi. Mais un pouvoir paramédical, ça n'existe pas malheureusement. C'est-à-dire, on n'est pas maître de notre destin, d'accord? On a toujours un tuteur, on décide pour nous, on réfléchit pour nous. Alors quand il y a défaillance, par exemple, quelconque, c'est pas forcément l'infirmier qui est à l'origine de ça, d'accord? Mais il est pointu du doigt. Et les pointis du doigt, c'est généralement le bouc émissaire, hein, voilà. quand il y a la faute. Concernant maintenant nos relations, que ce soit avec l'administration ou le médical, là on essaye d'avoir une collaboration à un temps soit peu correct et essayer de faire avancer les choses. Mais j'insiste sur le fait que le paramédical, à ce jour, il n'est toujours pas maître de son destin en Algérie. C'est-à-dire, on lui refuse pas mal de temps. C'est-à-dire, on ne lui demande même pas son avis dans des questions qui relèvent justement de ses compétences. Voilà. On n'est pas sollicité, il n'est pas... Il n'est pas sollicité, il n'est pas assez sollicité. Il y a des situations où ça marche très bien, mais ça reste sporadique. Je veux dire, c'est pas généralisé. Par exemple, au niveau des services, il y a des chefs de service, professeurs chefs de service, voilà, qui comprennent bien cet aspect de la chose. Et ils collaborent très bien avec leurs paramédicaux, avec le coordinateur, avec les cadres, etc. Donc c'est une question de mentalité. C'est une... Oui, on va dire ça. Oui, on va dire ça. Et pour remédier, il faudrait des textes. Non, parce qu'il y a des appréhensions. Maintenant, on a essayé d'y remédier par ce travail-là. Par un travail purement scientifique. On essaye un petit peu de... Une manière de dire, nous existons, nous avons des idées. C'est la raison majeure de la constitution de cette commission scientifique. C'est d'essayer de faire évoluer les choses et de nous faire entendre. Et de dire qu'on est un partenaire incontournable et qu'il faut travailler avec nous. La science est on sait le faire. On sait le faire. On a été formé pour et on sait le faire. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part de nos amis journalistes. Donc on va écouter les élèves. Une fille ou un garçon? Wahda, volontaire. Allez, Wahda, volontaire. Allez, les filles, elles sont toujours... Oh, tu n'as pas compris de travailler là-dedans. Vous présentez mademoiselle, s'il vous plaît. Bonjour, je me présente, c'est mademoiselle Nada Fabré, étudiante en 3e année de formation paramédicale au niveau de la MSI CHU de Barbouet. En fait, c'est pour notre formation. Pour moi j'ai aimé ce que je fais maintenant. J'ai aimé la formation. C'était un choix direct. C'était un choix direct. As-tu fait le bac? J'ai eu presque 14 de moyenne. J'ai fait cette formation parce que j'ai aimé. J'ai vu que... Avec l'entourage, vous avez quelqu'un dans l'entourage qui a choisi paramédical ou là c'était avec un choix? C'est ma femme qui a choisi paramédical. Ah d'accord. Donc pour cette formation, j'ai aimé. C'était mon choix de faire cette formation parce que je voulais vraiment percer, je voulais vraiment aller plus loin. Vu qu'on n'est pas bien... Enfin, dans notre pays, on veut aller plus loin, oui, vraiment. Donc, j'aimerais bien qu'il y aura beaucoup de journées comme cette journée, et pour nous inciter à... Et en écoutant les anciens. Ouais, quel est ton avis? Exactement. Quel est ton avis à propos des anciens, vos aînés? Vous êtes découragés? Vous êtes... Non, c'est tout à fait le contraire. On est vraiment encouragés. C'est eux qui nous encouragent à aller plus loin dans cette formation. L'histoire du sourire, quelle maintenant? Non, on est toujours souriante. Elle a un beau sourire quand même, non? Quel
qu'est-ce que tu as choisi comme spécialité? Pour la spécialité, je peux vraiment choisir les soins intensifs. Parce que pour moi, les soins intensifs, c'est être auprès du malade et c'est long. La formation dure combien de temps? Notre formation dure de 3 ans pour être un infirmier de santé publique et puis après 2 ans pour faire la spécialité. Merci, bon courage. Les garçons, le plus sourire. C'est une très bien. Alors, on les dit, alors. بن فوتبولور نتايا. Allez, alors. En première année, donc idem. معليش تبان فوتبولور. Oui, bien sûr. Les étudiants qui sont présents, on a ramené les deux extrêmes, à savoir Première et En dernière année, première année. et ils n'ont su que vous allez venir avec nous. On n'a pas été briefés, معليش. Je vous crois. On aura fait une heure pratiquement. Oui, très bien. C'est pour les mettre dans le bain, Oui, comme très ça. bien. C'est Bonjour, je m'appelle Jérémy Savant, c'est ma première année de formation par le hôpital. شحال في الباك تاعك؟ J'ai eu mon bac avec 13,68. C'était le premier choix, direct paramédical ou là Non, درت- j'ai étudié déjà toute la fac de la Zohar. Ah d'accord. Ouais. Après, j'ai refait mon bac. Et alors? Alors, quand ça passe bien, on a la partie théorique et la partie pratique. On a passé la partie théorique, tout ça on a pratique. On a un stage d'observation. تكمل من بعد. Bien sûr. La demoiselle قاعد تحب دير لي سوان انتونسيف وانت Ah, pour les spécialités. Donc en formation de soins généraux, on fait la spécialité en anesthésie. ان شاء الله ان شاء الله bon courage ان شاء الله ميرسي بوكو تفضل. مش عارف الزملاء الصحفيين عندهم اسئله. Donc, M. Douane, en résumé, puisqu'on a un peu de Voilà. tout, pour rester dans le rendez-vous du 15 mai, allez très brièvement, vous, M. Douane, vous revenez sur la journée. Non. Donc, je vais rappeler que la commission scientifique des paramédicaux du CHU de Bab el-Oued, quand organisé une journée scientifique qui se déroulera le 15 mai prochain, Inch'Allah, au Palais de la Culture, au Mufti Zakaria, sous le thème de profession paramédicale, réalité et perspective. Différentes conférences et communications seront présentées, posters, ateliers, et tout ça, Inch'Allah, va contribuer à ce qu'on a déjà dit comme ça, à la promotion de la profession paramédicale. J'espère que tout le monde, surtout nos amis... Ça se passera au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, oui, j'ai dit. Au Palais de la Culture, Mufti Zakaria. Vous avez eu le parrainage de M. le ministre de la Santé. Voilà, j'y reviens. Cette journée va se dérouler, bien sûr, sous le parrainage de Monsieur le ministre de la Santé. Ça nous encourage, bien sûr, pour faire plus et aller loin dans notre... La différence par rapport aux rencontres précédentes, les 5 premières journées. Elle a une particularité. Oui, pour nous, elle est spéciale pour nous. C'est parce que c'est un challenge en ce qui nous concerne, elle est spéciale pour nous et on veut qu'elle soit la plus professionnelle possible et la plus réussie, bien sûr. De par la qualité des communications et de par la qualité des gens et des participants. Et en termes de nombre de participants, ils seront nombreux. Ils seront plus de 300. Ils sont plus de 300 participants, plus bien sûr les invités qui sont conviés. De tous les wilayas. On espère qu'ils viendront de tous les wilayas parce que dans l'annonce Terna, on n'assure pas l'hébergement. C'est pour ça que celui qui va venir d'autres wilayas va être hébergé à ses frais. Inch'Allah, dans l'avenir, on va organiser. Pas de sponsors. Ici, il y a deux sponsors. Pour l'instant. D'accord. C'est IJMED. Le premier sponsor, c'est IJMED. C'est un partenaire du CHU de Bab el-Oued. Il s'occupe d'approvisionner le CHU de Bab el-Oued en draps,
en drap jetable, consommable, champ, casaque, tout ce qui est lahor, plus Nosoclean. Nosoclean qui est spécialisé, et Farid les connaît plus que moi. La question de sponsor, il est mieux calé que moi pour vous en parler. Pour le sponsoring, nous avons la première entreprise qui est Gimet. Gimet qui a un label, d'abord purement algérien. Ils sont spécialisés dans le drapage opératoire et l'hôtellerie et l'habillement aussi. À usage unique, c'est un matériau à base de cellulose qui est complètement naturel. Et nous avons aussi la société Nosoclean qui est notre partenaire en termes de produits de stérilisation. Nous avons aussi un autre partenaire, un autre sponsor qui est la société PPC Medical qui est pas de produits de stérilisation et qui sont un produit purement algérien avec le label et les normes européennes. Nous avons aussi la société Prodiatec qui, elle, est spécialisée dans le domaine de la biodécontamination. Donc, je vous remercie d'avoir choisi votre centre de presse. Merci beaucoup, on vous remercie. Et on remercie nos amis. Merci beaucoup. Plein succès à cette journée. Merci.